On se retrouve aujourd'hui pour un bilan lecture pour ce mois de septembre. Franchement, prenez votre tisane, café, ce que vous voulez parce que ça va être long. Ça va être long. Un bilan à 31 livres pour l'instant, il y a le 32e que j'aurai terminé demain normalement. C'est de qualité. Il y a eu des petites choses de qualité ce mois-ci, donc franchement ça devrait être sympa. On va commencer par la palle physique parce que franchement elle est là. Ça va tomber. À un moment donné, ça va tomber si on n'y passe pas maintenant. Donc on attaque. Le premier livre que j'ai fini ce mois-ci, c'était Ono. Je l'avais eu en service de presse par les éditions Flammarion Jeunesse. On est sur un petit récit initiatique, un peu vibe Ghibli, vraiment avec une jeune fille qui a un pouvoir de parler aux plantes qui n'est pas le même que les autres qui sont censés avoir le même pouvoir. Donc en fait elle est un peu différente. Sa mère a eu un accident, elle était sur des recherches à propos de la pierre des miracles. Guess what, c'est le titre. Et du coup, elle retrouve un ami, normalement, de sa mère, avec qui elle était censée partir en quête. Sauf que cet ami s'est fait transformer en poisson. Donc elle va partir sur les traces de sa mère, enfin sur les traces des recherches de sa mère, avec ce poisson, et ils vont rencontrer aussi un espèce de démon. On sait pas trop s'il veut la pierre pour lui ou pas, enfin c'est assez mystérieux, mais grosse vibe Ghibli, je recommande à 2000. Franchement c'était trop bien, c'est super bien écrit, c'est très poétique, c'est très doux et en même temps il y a une grosse réflexion derrière. Franchement très très sympa, c'est sorti aux éditions du coup Flammarion Jeunesse. Franchement, si vous aimez Ghibli, foncez. Vraiment c'est parfaitement dans la vibe. Deuxième livre que j'ai fini ce mois-ci, c'est Iron Flame. On avait une lecture commune dessus avec les lectures de Débo. C'est là que ça coince. Autant Ono j'ai adoré, autant il y a eu beaucoup de très bonnes lectures ce mois-ci, autant celui-là... J'avais adoré Force Wing pourtant, et c'est pour ça que j'ai continué parce que sinon non. Mais là du coup je sais pas si je continue. Franchement j'ai l'impression qu'elle a repris le schéma du tome 1. Je sais j'aime pas faire des amis avec cet avis hein, mais j'ai l'impression qu'elle a repris le schéma du tome 1, qu'elle a recalé sur le tome 2 en mode on va faire grosso modo la même chose. Il y a juste des révélations à la fin en fait, mais sinon c'était interminable. J'ai l'impression genre j'ai passé un mois dessus, mais vraiment sans mentir. Je l'avais commencé le mois dernier, du coup j'ai terminé là et j'ai vraiment passé quasiment un mois dessus. C'était interminable, c'était long. Moi je suis là pour les morts, ok? Je suis là pour les morts, je suis là pour les dragons qui tuent les gens, je suis là pour la violence, C'était où? C'était où? Dans le tome 1, on décomptait les morts, genre on mettait des petits bâtons et tout, on arrivait à une liste interminable. Très bien, moi j'adore ça, j'aime quand il y a du sang, quand il y en a qui meurent et on est là en mode ah, d'accord. J'étais 2 fois surprise. Sinon tous les autres j'étais là en mode mais s'en fout, il n'y a pas beaucoup de morts. Il y a, je pense, 2 scènes, ouais, 2 scènes de dragons genre vraiment impressionnantes, sinon c'était trop plat. Et tout ce qu'on nous dit c'est juste à la fin, grosse révélation, boum. Vraiment j'ai pas kiffé. Voilà, j'ai pas kiffé du tout. Donc je vais attendre les avis du 3 avant de l'acheter et voir si ça vaut vraiment le coup, parce que je sais que celui-là les avis étaient déjà très mitigés en VO. Donc voir si les avis remontent un petit peu sur le tome 3 ou pas. Sinon ça sera un arrêt de la série pour moi. Ensuite, petit passage en librairie Mangatech. J'ai du coup, vu que je suis arrivée dans une nouvelle librairie, donc on visite un petit peu. Et dans la librairie manga, ils faisaient des mangas secrets. C'est-à-dire que vraiment, c'est la pochette cadeau qu'on achète et il y a 3 mots de marqués dessus. Et donc, comme ça, j'ai découvert Jimbo Cho Sisters. Parce qu'il y avait marqué Charmed. Et Charmed, vraiment, j'ai grandi avec ça, quoi. Merci. Donc, moi, ça faisait très ça, livre ancien et tout. Donc, j'ai kiffé. J'ai dit, ok, je prends, on verra bien. C'était sympa. On suit l'histoire vraiment des 3 sœurs qui ont hérité d'une librairie plus bouquinerie au final que librairie. Donc elles y connaissent pas forcément grand chose, mais elles essayent de faire tourner la boutique. Bon, c'est très sympa. Après, le premier tome est quand même très introductif. On nous présente beaucoup tous les personnages qu'on va suivre au final, avec aussi le jeune homme de la concurrence. Mais c'est peut-être trop introductif pour l'instant, donc pour se faire un avis, on va attendre. Je pense que je lirai le tome 2 et on en parlera à ce moment-là.
Mais là pour l'instant pour le tome 1 c'est sympa, ça promet. Mais de là à dire plus ou moins, je sais pas. Et j'ai lu aussi Le mari de mon frère, le premier tome. C'est une amie. Coco, si tu passes par là. Vraiment. Toujours Coco, vraiment, Coco. Qui m'avait dit de le lire parce qu'elle avait adoré. Et en effet, c'est très chou. Là, on est sur le mari du frère décédé qui arrive. Sauf que c'est. Bon, ça se passe forcément au Japon. Mais le frère décédé et du coup son mari étaient au Canada. Donc parfaitement dans les mœurs que l'homosexualité existe. Ouh. Bref, mais c'est parfaitement dans les mœurs, parfaitement logique, donc ils étaient mariés, bref, etc. Et en fait, on a beaucoup de questions qui se font par rapport à la petite, qui est donc la nièce par mariage du nouveau monsieur qui arrive dans cette famille. Et on a beaucoup de questions, mais des questions très saines et posées avec tellement de simplicité, parce que c'est vu d'un point de vue d'un enfant, sur l'homosexualité. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on a le droit de faire ci? On a de types de questions, qui est l'homme, qui est la femme? Et il y a des réponses qui sont tellement naturelles et tellement douces et qui sont tellement apportées avec bienveillance que forcément je lirai la suite. Après les éditions Akata large, vraiment vous avez mon cœur. Là où il y a tous les Mona Lisa et tout, vous avez mon cœur. C'est incroyable. Donc ça, ouais, très chouette. En plus, il y a des petites... à chaque fin de chapitre, alors si j'arrive à en retrouver une, il y a petit point culture gay. Genre, je sais pas si je vais en retrouver une. Et du coup, on apprend énormément de choses. Même quand on pense être en Occident et tout savoir et tout. Petit cours de culture gay, voilà, on a des petites choses comme ça. Et c'est très très sympa. Là, par exemple, c'est les mariages entre personnes de même sexe. On a, voilà, qui a légalisé... Enfin, quel pays ont légalisé quand, exactement, dans quel ordre, etc. Et là, le pink triangle qu'on retrouve sur le t-shirt, que je ne connaissais pas du tout comme symbole, bah voilà, on découvre beaucoup de choses et franchement, c'est trop cool. Et merci aux éditions Akata pour faire des séries comme ça, parce qu'on en a besoin. Dans la même vibe, parce que à l'image de Mona Lisa arrive à sa fin, bientôt. Il reste que le tome 9. Qui est divisé en 2 tomes, ça en fait quand même 2. Mais au mois de novembre, c'est fini quoi. Bref. Du coup, il me fallait une autre série. Et j'ai commencé. J'ai acheté le tome 1. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Si vous n'avez pas vu le livre, c'est L'amour est au menu. J'ai beaucoup aimé le tome 1 parce qu'on parle vraiment beaucoup de cuisine, mais dans un bon sens. Et c'est entre l'amitié, développement des sentiments, etc. Des questions aussi très simples. Mais traité toujours avec bienveillance. Encore une fois, c'est Akata. C'est très chouette. Franchement, je trouve que en plus les personnages ne sont pas du tout clichés, comme on peut retrouver très souvent, ou hyper sexualisés. C'est un peu le problème avec les Yuri, c'est que trop souvent pour moi c'est hyper sexualisé, c'est des enfants. Franchement, elles ont 15-16 ans, je suis désolée, pour moi c'est des gosses. Hein, ok, c'est des enfants. Elles sont hyper sexualisées, très souvent c'est des jupes très courtes, elles bougent à peine, on voit la culotte dessous, bref. Non, pour moi c'est non. Alors que là on est vraiment sur 2 jeunes femmes qui sont toutes les 2 dans leur appartement indépendantes et qui vont se rapprocher grâce à la nourriture qui va leur permettre de s'ouvrir sur certains sujets. Et je trouve que le tome 2 est très bon. Il continue vraiment d'aller creuser les personnages et c'est très chouette. Et on a envie de cuisiner. Et vraiment genre on a envie de développer toutes ces recettes là, de faire tout ça. Moi aussi je veux quelqu'un avec qui faire la cuisine et tout. Ah, petite précision, on parle de menstruation, s'il vous plaît. Ah, j'adore ça. On parle de menstruation, on parle de sujets féminins comme ça, sans aucun tabou. C'est-à-dire que elle est en PLS, l'autre est là en mode je ne savais pas quoi te ramener, je t'ai ramené la même marque que je prends pour moi, pour les serviettes, etc. Je t'ai ramené des Antadis, voilà, machin et tout, et genre t'es là en mode oui, mais c'est ça qu'on veut en fait. C'est ça qu'on veut. On veut pas les trucs cachés. On veut de la sincérité, de l'honnêteté et de la véracité en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai lu aussi Dans la vallée des rêves. Je l'avais dans ma palle, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas où j'ai trouvé ce livre, encore une fois. Il y a des livres ici, je ne sais pas d'où ils viennent. Voilà. Mais Dans la vallée des rêves, franchement, c'est assez chouette. Vous voyez Nos étoiles contraires? On reprend un petit peu la même vibe, mais on la fait plus jeunesse. Voilà. Grosso modo, c'est un peu le principe. On a une jeune fille qui est malade, qui a un cancer, hein, si je me souviens bien. Hein. Je trouve que c'est un cancer. Hein. Je crois. Bref, ou une leucémie.
Et on a un jeune garçon qui lui est un peu trop solitaire. Lui il vient d'arriver avec sa famille dans une bourgade cachée, bref, fin fond de la campagne, où il y a une espèce de champ, genre il y a limite une forêt, c'est immense ce qu'il y a entre chaque maison. Et en fait ils sont venus habiter parce que lui il avait des problèmes, il se faisait un petit peu harceler à l'école, etc. C'était parti assez loin. Donc du coup, ils ont déménagé, nouvelle école, etc. Machin, nanana. Sauf qu'il avait écrit aussi dans son journal des petites choses pas très sympathiques. Bref, ça je n'en parlerai pas plus parce que si vous voulez lire, c'est dedans. Mais voilà. Donc sa famille est très sur son dos, a très peur dès qu'il s'absente, a très peur, veut qu'il soit toujours entouré, veut qu'il se fasse des amis, etc. Donc pousse un petit peu tout ça, ce qui à des moments pose vraiment problème avec d'autres jeunes garçons qui ne sont pas forcément super bien attentionnés. Mais lui préfère aller dans la forêt enfin cette forêt, cette vallée, etc. En fait, c'est vraiment genre très vaste, c'est à peu près toute la France réunie en un seul endroit, on a tous les paysages possibles et tous les animaux aussi. Et il y a une espèce de communion avec cette nature, il y a une petite vague de magie. Il y a une petite vague de magie, genre la forêt le défend, les animaux sont avec lui, le comprennent, et il y a tout ça. Et en fait elle va arriver et brusque un petit peu se calme. Mais est-ce que c'est pour le mieux ou pas? Vraiment, ça pose beaucoup de questions autour de la vie et de la mort, notamment à la fin avec la jeune fille. Ce que c'est que le droit de choisir si on veut vivre ou si on veut mourir. Beaucoup de questions d'acceptation, que ce soit sa propre acceptation ou avec la famille, notamment les parents, ce qui est pas facile. Voilà. Donc c'était assez sympa. Après, je ne vais pas le garder, honnêtement, je vous cache pas que j'ai une petite bibliothèque à côté qui marche beaucoup sur les dons, donc je pense que ça peut intéresser plus d'enfants que moi. Je pense qu'ils en ont plus besoin, donc je vais aller leur donner. Mais c'était assez sympa. Un petit vibe Nos étoiles contraires, mais version plus jeunesse. Et donc du coup, après ce petit truc jeunesse très sentimental, etc. Là on part vraiment sur de la fantaisie où ça tape, c'est sanglant, c'est très spirituel, il y a beaucoup de morts, c'est très cru, c'est très vulgaire, c'est très à fond dedans. C'était génial. Voilà, tout simplement. J'ai foncé acheter le tome 2 qui est sorti la semaine dernière. Vraiment, j'ai foncé l'acheter parce que c'était incroyable. On est vraiment sur une fantaisie avec un univers qui est assez construit, qui est basé sur une ancienne guerre qui a eu énormément d'importance au niveau de la religion. C'est-à-dire que les dieux sont interdits, mais le roi en a besoin. C'est-à-dire que personne ne le sait, mais le roi en a besoin. Donc en fait, il envoie son meilleur ami qui était aussi un chevalier pour aller chercher un dieu, mais du coup il faut qu'il le fasse sans être reconnu, etc. Et du coup c'est très secret, c'est très quête dangereuse. Mais on suit aussi, comment ça va déjà, Kaisen, cette femme, ah là là, qui est une déicide et qui donc tue les dieux. Et elle aussi va devoir aller chercher un dieu, mais sans le tuer ce coup-ci, parce qu'elle va devoir emmener une jeune fille dont le destin est lié à un mini-dieu. S'il y en a un des deux qui meurt, l'autre meurt aussi, etc. Et forcément on veut sauver la jeune fille, qui a un bon caractère malgré son jeune âge. Et donc du coup, toute cette trilogie là, ce trio de personnes va devoir un petit peu s'allier alors qu'ils sont tous complètement différents, il n'y en a pas un qui peut se blairer et ils vont devoir mener leur quête sur le même chemin. C'est incroyable, c'est... je sais même pas, j'ai pas les mots. On a de la diversité, de la représentation, on a de la représentation de personnes, enfin de différentes formes de l'amour, que ce soit l'amitié, un mélange entre amitié et amour, on sait pas trop où se fixe la limite. On a des personnages homosexuels, on a des personnages pan, on a des personnages... à un moment donné, je pense qu'on a une représentation du polyamour un peu aussi. Je ne suis pas sûre parce que c'est pas forcément hyper développé, mais ça sent un petit peu le polyamour. On a aussi une représentation de handicap, c'est-à-dire que Kaisen est handicapée, elle a subi des choses dans son enfance qui font qu'elle a perdu une jambe, elle a une prothèse, et s'est rappelé à plusieurs moments, mais comme c'était normal. C'est-à-dire que, enfin, pas comme c'était normal dans le sens où tout il est beau, tout il est rose, on s'en fout, on a une prothèse, c'est tant mieux.
Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point central sur la prothèse. C'est le Kaisen est le point central, elle a une prothèse. Ça influe sur ses combats parce qu'elle ne peut pas s'appuyer trop sur cette jambe. On est quand même sur une fantaisie type médiévale. Hein. Donc les prothèses, on est loin des prothèses en titane et en carbone. Non, on est vraiment sur du travail artisanal. Donc ça fait très mal, donc elle a mal, elle a la jambe gonflée. On a une scène de sexe explicite sur laquelle on appuie sur la prothèse. Enfin, il y a un rapport à cette prothèse. Et je trouve ça tellement beau et tellement genre important d'avoir cette sorte de représentation qui est bien trop souvent un petit peu absente des fantaisies. Et là, on l'a. Et c'est génial. Et tous les personnages sont complexes aussi. C'est un travail qui est très complet et franchement, c'est une trilogie. Il y en a 2 de sorties pour l'instant. J'ai hâte de voir la suite. The Ipsnit Underground, je l'avais acheté quand j'étais à Paris au mois d'avril, chez Gibert, juste pour la couverture. Excusez-moi, franchement. Ah si, et puis pour la petite phrase en haut, le moulin rouge qui rencontre Holly Black dans une romantaisie saphique Friends to Lovers. Voilà, moi j'ai craqué. J'ai dit ok, très bien. Au final, c'était peut-être un petit peu surestimé. C'était très sympa, mais c'était trop court. C'était très très court. Du coup, l'univers était pas très développé. Les personnages sont pas hyper développés non plus. C'est vrai que sur les reviews que j'avais vues un petit peu avant, j'en avais regardé qu'une ou deux vraiment en allant chercher un, mais on parlait de Barbie et le palais de diamant. On a un petit peu cette vibe, mais parce que tout simplement on est sur 2 jeunes femmes qui vivent dans un appartement un petit peu miteux où du coup elles n'ont qu'un canapé sur lequel elles dorment toutes les deux. Elles ont beaucoup de chats parce que ils ont récupéré tous les chats errants, mais elles n'arrivent pas à manger à leur faim. C'est-à-dire que vraiment on voit l'image de Barbie et le palais de diamant où elles ont du pain rassis avec un fond de confiture. C'est clairement ça la vibe dans ce livre-là au départ. Et elles vont rencontrer, je ne sais plus comment elle s'appelle, la gérante du club, qui va leur proposer une mission pour devenir plus riches qu'elles ne peuvent l'imaginer. Très bien, on a ce côté de on veut s'enrichir. Sauf que ça ne tourne pas vraiment comme prévu. Il faut qu'elles aillent dans le monde des fées, voler un truc à la reine, etc. Et là, c'est trop vaste. C'est-à-dire qu'on arrive dans le monde des fées qu'à la moitié du livre. Sur 300 pages, ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps dans ce monde des fées. Donc tout ça est très peu développé. L'univers est très peu développé. On rencontre une créature, puis 2 personnes du royaume, et c'est à peu près tout. Après, tout se passe que avec ces personnes-là et que dans le château, dont on n'explore pas tellement le potentiel. On a la chambre de la reine parce qu'on en a besoin, on a un passage parce qu'on en a besoin, on a les cachots parce qu'on en a besoin, mais à aucun moment après on s'attarde sur le paraître du château, alors qu'il y a quand même une cérémonie ce soir-là. Enfin, c'est quand même le soir le plus important de l'année dans ce royaume, et on s'attarde pas tellement dessus. On a 2-3 descriptions vite fait, mais pas tellement. Et honnêtement, ça m'a manqué. Pour rentrer vraiment dans cet univers féerique, ça m'a manqué. Et c'est pareil, la résolution à la fin du coup se fait très facilement en, je crois, 2 pages. Ouais, 2-3 pages maximum, c'était fini. On a voilà, la bataille finale, entre guillemets, la résolution, et voilà. Donc, il est très beau, parce que même sous la dust, il est quand même très canon. Mais un peu trop survolé à mon goût. Voilà. Après, j'ai appris il y a 2-3 mois qu'en fait, pour le rayonnement de la francophonie à l'étranger, on pouvait envoyer des livres en français pour quasiment que dalle. Renseignez-vous vraiment si vous avez des personnes à l'étranger. C'est le meilleur moyen. Genre, c'est vraiment trop bien de faire circuler des livres, genre nos livres préférés, etc., à l'étranger pour quasiment rien. C'est payé au poids. C'est vraiment, regardez sur internet, c'est rien. Et du coup, pour ça, je voulais envoyer Le Petit Prince à une amie américaine, qui parle pas un mot de français, pour avoir ce contact en fait. Pour que justement elle puisse lire un de mes livres préférés, enfin Le Petit Prince, j'ai même un tatouage pour Le Petit Prince. Donc c'est vraiment hyper important pour moi, donc je lui ai annoté, etc. Donc j'ai relu Le Petit Prince. Mais, bon, je vais pas revenir sur Le Petit Prince, hein, voilà. Mais je voulais juste vous montrer parce que mes parents ont été en Irlande. Et du coup, je leur avais demandé de me ramener Le Petit Prince en gaélique irlandais, histoire de pouvoir avoir en fait une collection
des éditions du Petit Prince en toutes les langues. Et ils m'ont ramené celui-là en anglais. Enfin, excusez-moi, mais c'est une beauté. Vraiment, il est en tissu. C'est un tissu... voilà. C'est une beauté. Bon, par contre, les éditions en anglais, visiblement, les aquarelles de Saint-Exupéry ne sont pas en couleur. C'est que du noir et blanc. Parce qu'ils m'ont aussi ramené en gaélique. Je ne parle pas un mot gaélique, forcément, bien évidemment, vous me connaissez. À la limite, je parle anglais. Je peux peut-être arriver à le décrypter en espagnol, mais ça sera tout. Portugais, peut-être un petit peu, vu que je connais un peu le livre par cœur, peut-être que je peux réussir à me repérer un peu, mais ça sera tout. Ça sera vraiment tout. Impossible pour moi de lire ça en gaélique. Enfin, est-ce que vous avez vu à quoi ça ressemble du gaélique? S'il vous plaît, c'est illisible. C'est vraiment, je sais même pas le prononcer, c'est pas prononçable. Voilà. Donc j'ai ma très vieille édition du Petit Prince, carrément mon édition gaélique et mon édition en anglais. Et normalement j'en ai peut-être une en allemand qui devrait arriver. J'ai trop hâte. Vraiment je suis trop joie. Voilà, c'était juste le moment fangirlage sur le Petit Prince. Et pour finir la palle physique, enfin ce que j'ai lu en physique, pardon, j'ai lu ces deux merveilles. Voilà, j'ai toute la collection de ceux qui sont sortis là, les chefs-d'œuvre Disney pour l'instant. Ils sont juste ici. Hop, il y en a 6 du coup au final qui sont sortis. Ils sont incroyablement beaux. C'est pareil, genre matière un peu de tissu par-dessus le hardback. Et je sais pas si vous connaissez cette collection, mais vraiment ils sont sublimes. C'est-à-dire que c'est les chefs-d'œuvre Disney, donc les Disney, clairement, les films. Mais le point le plus important de la collection, c'est les dessins. Parce que on est sur les œuvres originales qui ont servi à faire les films. Donc on a vraiment les graphismes, voilà, on a vraiment des sketchs qui ont servi à faire la réalisation des films. C'est-à-dire que c'est pas juste des images de synthèse, on a tous les sketchs et vraiment ils sont sublimes. Bon, mon préféré c'est forcément celui sur Blanche-Neige, voilà. Mais celui sur la petite sirène c'est pareil. Les sketchs des dessins du visage et tout. Enfin, si vous avez l'occasion au moins de jeter un œil en librairie, franchement faites-le. Et dites-moi ce que vous en pensez parce que j'adore cette collection. Je trouve que autant pour les enfants, même s'ils auront peut-être un peu moins le contact, mais quand on est vraiment fan de Disney ou qu'on veut vraiment s'attarder sur la qualité graphique des dessins, franchement ils sont incroyables. En plus on a des petits mots de remerciement pour tous ceux qui ont travaillé dessus à la fin, pour dire bah voilà, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Les dessins qui sont dedans du coup sont nommés, ils sont nominatifs, ils appartiennent aux artistes et donc les artistes sont remerciés aussi à la fin. Et je trouve que c'est très important pour retrouver un petit peu ce lien avec les dessinateurs et tout ça qu'on oublie un petit peu trop dans les films. Ensuite j'ai lu pas mal de choses aussi en dématérialisé, notamment grâce à NetGalley. Bon, NetGalley, sans ça je serais perdue, je n'irais pas la moitié de ce que je lis. Et un autre système de service de presse pour les libraires qui s'appelle Eden, notamment pour tout ce qui est Gallimard, Sarbacane, tout ce qui fonctionne comme ça. Et donc le premier que j'ai lu c'est Salon de beauté de Quentin Dupieux. Cet homme fait des œuvres d'art. Il n'y a pas d'autre mot. Que ce soit La Dame Blanche, que ce soit Toutes les princesses meurent avant minuit, c'est toujours des œuvres d'art. Il a une qualité de dessin qui est déjà sublime et il a une façon d'aborder des sujets qui sont compliqués qui est avec douceur, poésie et sincérité que je ne pourrais rien dire de plus de ce qu'il a fait. C'est incroyablement beau. Enfin là on parle quand même du sida, on parle quand même de choses très difficiles, on parle de douleur, de mort, de tristesse, de personnes en danger non écoutées. Et tout ça est fait avec tellement d'art, de poésie, enfin ce rapport avec les écailles de poisson et tout, c'est... Oh, maman, lisez du Quentin Dupieux. J'ai lu aussi 1000 femmes blanches, la première partie qui est l'adaptation en roman graphique du roman de Jim Fergus sur l'histoire de femmes qui étaient envoyées de femmes aux États-Unis à l'époque, 1800 quelque chose, je ne sais plus. Bref, il y a longtemps, qui en fait ont signé des contrats pour aller se marier avec des Indiens. Alors, indiens natifs d'Amérique, soyons bien d'accord, afin de créer des alliances,
Voilà, je saurais pas trop comment raconter, mais pour avoir une descendance qui mêle les deux sangs et entre guillemets blanchir le tout. J'aime pas du tout ce terme, j'aime pas du tout l'histoire, mais voilà, malheureusement c'est ce qui s'est passé. Et du coup on suit là pour le moment une jeune femme qui a été mise dans un asile par toute sa famille alors qu'elle n'est pas du tout folle et qui du coup pour sortir de cet asile où elle subit des choses vraiment pas cool, signe le contrat. Mais sauf que c'est une femme qui est très indépendante et en fait dans le train vers sa destination, elle va rencontrer d'autres femmes qui elles aussi sont tout autant indépendantes et qui n'ont pas signé pour les mêmes raisons, n'ont pas toutes signé pour les mêmes raisons pour ce départ. Et j'ai hâte d'en savoir plus. J'ai le roman juste derrière, mais je vais attendre, je pense, les prochaines parties parce que les couleurs sont tellement bien choisies, la palette, la typographie pour les annotations, etc. sont tellement bien choisies que je trouve ça tellement beau et tellement fluide. Je pense que je vais attendre la suite. Ensuite j'ai lu Mermaid Prince, alors ça c'est sur NetGalley mais netgalley.com pour ceux qui lisent en anglais avec les mêmes identifiants vous pouvez vous connecter à .com et vous avez du coup le même système que NetGalley pour avoir des services de presse mais en anglais et franchement, enfin en anglais ou en espagnol d'ailleurs ou en toute autre langue et vous avez un choix mais énorme. C'est à dire que je passe généralement des heures à chercher. Celui-là je l'ai pris parce que c'était un manga qui me tentait plutôt pas mal au vu de la couverture du résumé. Au final, j'ai pas accroché. Et j'ai pas tout compris le principe. Vraiment, je serais incapable de vous faire un résumé parce que je n'ai pas trop compris le principe. Voilà. Les planches étaient relativement belles, les dessins étaient sympas, mais j'ai pas trop compris. J'ai lu le tome 6 des Sœurs Grémillet, la Villa des Mystères. Alors honnêtement, j'ai pas lu toute la série des Sœurs Grémillet. J'ai lu le tome 1, le 5 et le 6. Le 5 était très chouette, vraiment sur Noël, j'ai beaucoup aimé. Celui-là, on est vraiment sur une vibe très été. Vraiment, on est sur un mariage en bord de côte, très 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 été. Mais par contre, les thèmes abordés, j'adorais. Le côté vraiment où on a des sœurs qui cherchent à prendre un peu plus leur indépendance, qui a ce manque de communication au sein de la fratrie, au sein de la famille, même parce qu'avec la mère aussi, on a ce manque de communication qu'on a beaucoup dans les fratries quand on grandit. Et je trouve que c'est très bien amené et très bien tourné avec cette jeune fille supplémentaire qui arrive et qui va un petit peu faire que ça se rebelle. Voilà. Mais franchement, une bonne suite pour la série, parce que c'est une très bonne série, les Sœurs Grémillet quand même pour la jeunesse. J'ai lu le premier tome d'Eden Glitter aussi, qui est une nouvelle série jeunesse. Franchement, ce premier tome promet du lourd. Enfin, ouais. On est vraiment sur une série qui se passe, j'ai envie d'en dire comme un ancien Paris ou un ancien monde, je ne sais plus. Et on a toute cette architecture, toutes ces différentes classes sociales. Et franchement, c'est très chouette parce que du coup, on a une jeune femme qui est amoureuse des animaux. Vraiment, elle adore les animaux, du coup, elle en a partout. Et elle récupère tous les animaux. Mais elle combat aussi, du coup, la violence sur les animaux, dont les combats de rue, les combats clandestins, illégaux, parce que c'est illégal, rappelons-le, les combats d'animaux. Et elle est aidée par deux jeunes enfants issus des bas-fonds, du coup, qui vivent dans la rue, etc., qu'elle paye un petit peu à la pièce, un peu plus généreusement, et qui l'aident à découvrir où vont se faire les prochains combats, etc., avec quels animaux, pour essayer d'intercepter le trafic. Sauf que tout ne va pas forcément tourner comme prévu, ça voilà, on le sait. Mais je trouve qu'on est sur une bonne série jeunesse pour la défense des animaux, et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément assez, ou alors on l'a dans la défense des animaux sauvages, mais là on est vraiment sur du chat, du chat, plus du chien, mais voilà, on est sur des choses comme ça, on a aussi des messages d'acceptation, de communication. J'ai peur de ce que va nous amener le tome suivant, vu la fin du tome 1. Il va falloir faire beaucoup de concessions de certaines parts, mais pour le moment, c'est une bonne série. J'ai lu aussi Diary of Blood qui va sortir chez Sabran sous le nom de une dot 200. Dot 200 tout court d'ailleurs. On est sur une réécriture vampirique du mythe de Dracula, mais par la femme de Dracula, enfin une des femmes de Dracula. C'était très sympa, c'est assez court, hein. Ça fait grosso modo 300 pages je crois. C'est assez court, c'est très cool.
c'est très sympa, c'est très dark, très relation malsaine, mais dénoncée pour le coup, et ça me plaît. On n'est pas sur de la dark romance, hein, on est vraiment sur une relation malsaine dénoncée, et c'est justement ce qui fait toute l'écriture de ce livre. C'est-à-dire qu'elle prend conscience que c'est malsain et elle décide de briser cette relation justement. C'est dit dès le début, hein. No spoil, hein. Vraiment c'est le but du livre. C'est vraiment dit dès la première page ou la deuxième, voilà. Mais on va quand même suivre tout ce qui a engrangé cette décision. C'était très sympa, parfait pour la saison et tout. Juste un petit bémol, c'est qu'il y a beaucoup de smut. Franchement, honnêtement, il y a quand même beaucoup de smut. Alors, c'est du smut vampirique, hein, donc c'est très cool à lire. Enfin, je veux dire, c'est pas du smut pour du smut, hein, et c'est quand même assez cool. Mais ça reste, je crois que sur 300 pages, il doit y avoir au moins 3-4 scènes, je sais plus. C'est dense. Ça danse, ça fait beaucoup. Donc, faut pas avoir peur. Mais sinon, c'est très cool. Franchement, l'écriture est très recherchée. On retrouve vraiment le côté très victorien de l'ambiance, très vampirique. C'est très bien écrit là-dessus, c'est très bien dénoncé toute la... c'est très bien dénoncé toute l'emprise qu'il y a psychologique sur ces personnes. Et franchement, je trouvais ça très bien fait. J'ai lu le premier tome de Alia, chasseuse de fantômes aussi, c'était sur NetGalley, donc je me suis dit pourquoi pas. Je crois que là il y a le tome 3 qui est sorti si je me trompe pas. C'était très cool, franchement c'était très sympa, mais encore une fois très introductif. On est sur un premier tome d'une saga jeunesse, ça reste très introductif, j'attends de voir la suite. On a beaucoup de mystères autour de la transmission par le grand-père qui a un petit peu initié le passage d'Alia de l'autre côté. Tout ce côté un petit peu académique et du coup amitié, parce qu'on est sur quand même une BD jeunesse, donc on a toujours ce rappel à l'amitié. Et j'ai hâte d'en voir plus. J'ai hâte de savoir pourquoi aussi, quand on passe de l'autre côté, on se transforme moitié en chat avec des petites oreilles et tout. C'est très mignon, hein, je dis pas. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un but? Voilà, j'attends de voir plus. Par contre, les couleurs sont très sympas. J'ai beaucoup aimé toute l'association des couleurs entre elles pour les différentes planches, les différents univers et tout ça, les différentes ambiances. C'était très sympa. Donc j'attends de voir la suite. J'ai lu aussi La Fée aux deux visages, qui est une adaptation en album du conte éponyme. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la fée qui transforme, si on est gentil avec elle, fait qu'on reçoit, quand on parle, on crache des bijoux, des diamants, etc. Quand on est méchant avec elle, fait qu'on crache des serpents parce que ça fait ressortir notre nature intérieure, le fin fond de notre cœur. Voilà, en gros. Et du coup, vu que la première revient avec des diamants, la mère envoie la deuxième pour qu'elle fasse pareil, sauf que ça marche pas parce que l'autre, pas très gentil. Voilà, grosso modo, raconté très vulgairement, c'est ça. Les planches étaient très belles. Après, j'ai l'impression que c'est un conte qu'on reprend quand même assez souvent. Donc malheureusement, j'ai pas été plus embarquée que ça. Parce que j'ai vu des adaptations qui sont encore plus belles. Après, celle-ci est quand même très belle. Mais voilà. Mais c'était quand même très sympa. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le conte, ça fait une bonne entrée en matière. Ça permet de bien voir quand même les choses. J'ai lu Grizzly aussi, en album jeunesse. Ça, c'était très chouette. Vraiment, on est sur deux petits amis avec un grizzly qui sont là en mode oh bah viens, vas-y, on va se balader dans la forêt. Oh non, j'ai pas envie. Vraiment que des petits trucs comme ça. Et elle est partie. Et toute la réflexion à la fin, le petit message à la fin, vraiment, c'était en mode c'est trop mignon. Ok. Non, franchement, il est très chouette. Un album jeunesse comme on les aime, avec un vrai petit message d'amour et de bienveillance à la fin. Et franchement, c'était très cool. J'ai lu aussi Les Aventures de Bipmax, un dragon en or. J'ai pas du tout été emballée. Là, pour le coup, vraiment, j'ai pas du tout été emballée. On a une partie vraiment beaucoup de BD. On est vraiment sur un première BD. Avec quelques mots en anglais aussi pour appréhender un petit peu les langues étrangères. Mais j'ai pas du tout accroché ni à la façon dont c'était fait, ni au personnage, ni à la leçon qui est derrière. Vraiment, je pense que c'était pas du tout ce que je recherchais. Et c'était... ouais, non, j'ai pas accroché à la mise en page non plus, j'ai pas accroché au dessin.
Malheureusement je crois que j'ai accroché avec pas grand chose. Après c'était très bien quand même pour première BD. On va pas non plus dire que tout est mauvais, il y a quand même du bon. Ça reste de la première BD, ça reste très fluide et très facile à lire pour les enfants en première lecture. Donc c'est une petite série qui se lit très facilement. Mais pour avoir lu d'autres premières BD, d'autres premières séries, etc., je pense qu'il y en a qui sont encore mieux. Je pense que celle-là on peut l'approfondir encore. Un autre album, La Reprochante, ça c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, alors les dessins sont déjà très sympathiques, les couleurs utilisées sont très douces et font bien ressortir les messages. On est vraiment sur une femme qui est tout le temps en train de faire des reproches, pour ça que du coup ils l'appellent La Reprochante, les enfants dans l'immeuble. Et c'est assez... je veux dire, tout le monde peut avoir une personne comme ça dans son entourage, que ce soit une voisine, que ce soit une tante, que ce soit machin ou autre. On peut tous avoir ça et c'est vrai que les enfants peuvent facilement identifier cette personne qui râle tout le temps. C'est tu fais trop de bruit, tu bouges trop, etc. Et il y a un gros message derrière pour savoir pourquoi elle est comme ça. Donc les enfants la suivent un petit peu et vont découvrir qu'en fait, si elle est comme ça, c'est peut-être parce qu'elle est frustrée elle-même dans son travail et qu'il y a peut-être des gens qui, plus haut qu'elle, lui font subir exactement la même chose et que c'est juste une frustration en fait. Et vont tout faire pour que justement, quand elle rentre à la maison, il n'y ait pas tout ça. Et que ça soit, voilà, bravo, on est fiers de toi, etc. Il va y avoir ce gros message. Ça va pas marcher, on n'est pas sur un album où du jour au lendemain tout se passe bien. On est vraiment sur, ça prend du temps. Mais je trouve ça très important et très bien fait, je trouve, d'avoir ce message de la part des personnes autour qui peuvent influencer, dans un sens ou dans l'autre, notre quotidien, le quotidien des personnes qu'on a autour de nous, nos voisins, etc. On peut leur apporter une petite touche de douceur de temps en temps pour changer leur comportement, changer leur façon de voir le monde et voir les choses. Et non, franchement, c'était très chouette. Ce que les corbeaux nous laissent, alors ça c'est pareil, c'était sur NetGalley et après avoir vu l'avis de Arès dessus, j'étais obligée. J'étais obligée de la prendre direct, de faire je veux la lire. Et ben c'était sublime. Franchement, merci Arès pour cette reco parce que sinon je sais pas si j'aurais foncé comme ça. Mais là j'ai foncé vraiment tête baissée et c'était vraiment trop beau. Les planches sont magnifiques. Vraiment l'utilisation des couleurs, de la profondeur, des émotions sur les visages. Tout ça c'est fait avec une justesse et une profondeur qui sont vraiment touchantes. Rien qu'à travers les dessins on ressent déjà l'émotion et l'atmosphère et tout ce côté un petit peu comment dire, étouffant et en même temps on est en colère nous-mêmes juste par les dessins et c'est très beau. Et le message derrière de la recherche du deuil, des différentes façons de faire son deuil et d'aller de créer du coup, enfin les différentes façons de faire le deuil qui créent ce malentendu, ce manque de communication au sein d'une même famille et du coup une fraction dans la famille. Franchement j'ai trouvé ça très beau et très juste de rappeler tout ça et en même temps on y mêle la mythologie un petit peu celtique. C'était très beau. C'est très beau. Et puis enfin franchement, une mère célibataire, indépendante, qu'est-ce qu'on demande de plus? Elle est sublime. Elle a un très gros côté witchy. Franchement, oui. En dernier album jeunesse, j'ai lu Poussière, crapaud et vers de terre. Donc là pareil, on est sur un album avec des gros messages. C'était sympa. Je pense que c'est une série qu'on peut poursuivre et qui peut faire passer pas mal de petits messages avec des petits rappels comme ça, des petits tomes. Ça peut être assez cool. Là on est vraiment sur de l'amitié, affronter ses peurs pour l'amitié qu'on porte à quelqu'un et donc du coup affronter ses peurs aussi tout court, trouver des solutions pour biaiser un petit peu cette peur, pour trouver un compromis. Et ouais, c'était assez cool. Après je pense qu'on peut aborder plein de thèmes avec du coup cette série, que ce soit la peur, que ce soit l'acceptation d'une différence. Je pense que tout cet univers et ce groupe de personnages qui a été créé peut servir à beaucoup de messages. Dans un tout autre registre, j'ai lu l'essai Deux grandes dents qui se base sur le conte du Petit Chaperon Rouge pour en fait déconstruire ce qu'on sait et ce qu'on pense avoir compris du Petit Chaperon Rouge qui est méfie-toi du grand loup qui est dans la forêt, donc de l'inconnu, et du méchant grand loup à grandes dents qui se cache au détour de ton chemin, pour parler de l'inceste.
on va parler d'un sujet qui est très compliqué, qui est l'inceste, en disant que peut-être que ce n'est pas le loup le dangereux, mais peut-être que c'est la grand-mère. Et il y a toute une analogie, il y a un schéma narratif qui se fait pour peut-être faire une analogie. Franchement, c'était très bien fait. Alors par contre, c'est très dur. Ça reste un essai sur un sujet très compliqué, donc si c'est un sujet qui vous touche, honnêtement, ça risque de vous brasser très fort. Mais c'est très bien d'en parler. Déjà, il faut en parler. Et c'est très bien fait. C'est-à-dire que, mais moi qui suis pas très branchée essai, j'en ai de plus en plus, mais ça reste quelque chose d'assez dense. Je préfère lire des choses très courtes. Déjà, celui-là est très court. Il fait à peu près 200 pages. C'est très court. C'est des mini-chapitres, c'est des mini-parties qui se lisent très facilement parce qu'en plus, l'autrice a rajouté une pointe d'humour. On a vraiment l'impression d'avoir une copine en face qui nous fait réfléchir sur un sujet, qui nous parle avec honnêteté et sincérité, comme elle le pense, avec des choses qui sont très réfléchies. C'est réfléchi derrière, c'est tout analysé. Il y a des constructions de phrases qui sont analysées, il y a des mots qui sont analysés, des mots qui sont récurrents dans le conte. Et on va aussi prendre les différentes versions du conte, que ce soit Perrault, Grimm, etc., pour pouvoir avoir ce nouvel apport sur un conte qu'on connaît tous. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper franc de dire que peut-être que non, ce n'est pas comme on l'entend. Alors, faut se méfier, on est d'accord, mais peut-être qu'il ne faut pas se méfier que des personnes qu'on ne connaît pas, mais peut-être qu'il faut aussi se méfier des personnes qu'on connaît, parce qu'on ne sait pas ce qui se cache sous la couverture de la grand-mère. Pour rester dans la réflexion et dans le côté Petit Chaperon Rouge, j'ai aussi lu Capuche Blanche, qui est un roman graphique qui va beaucoup parler de... Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs thèmes abordés, notamment la complexité humaine, la relation de l'homme à la nature, parce qu'on parle quand même de chasse, on parle d'expansion de l'homme sur le territoire animal, mais aussi de la nature humaine, parce qu'on a quand même une jeune femme qui transgresse pas mal de choses qui sont censées être socialement acceptables, dirons-nous, notamment le meurtre. Voilà, cette jeune femme va quand même tuer pas mal de personnes. Mais est-ce que c'est pour une bonne cause ou non? Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste? J'ai beaucoup aimé, que ce soit dans le dessin et tout, c'est très cohérent entre le dessin et le texte. Par contre, j'ai trouvé que tous les sujets qu'on abordait étaient peut-être pas creusés assez profondément. J'ai eu l'impression de comprendre plein de choses, mais je n'étais pas sûre de ce que je comprenais. Et je n'étais pas sûre d'aller jusqu'au bout de la réflexion et de comprendre la réflexion jusqu'au bout. Donc, je pense que voilà. Après, peut-être que ça vient de moi et que je n'ai pas assez analysé ce que je lisais aussi. Mais j'avais l'impression de comprendre des choses, mais sans aller creuser au fond et sans avoir le fin mot de ce que voulait nous dire l'auteur. Donc, ça m'a laissé un peu sur ma faim. Donc, Amy et les derniers elfes en premier, qui va se baser vraiment sur un secret familial, des elfes cachés, une jeune fille qui n'était pas au courant, qui apprend tout ça. Donc, on retrouve un petit peu tout ce truc qu'on retrouve beaucoup dans les séries jeunesse, au niveau des séries fantastiques. Qui du coup va bouleverser toute sa vie, tout son quotidien, etc. Parce qu'elle va découvrir qu'elle est une elfe, qu'elle a des pouvoirs, mais qu'elle est en danger de mort, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc du coup elle va devoir allier tout ça et on va avoir un regroupement des elfes qui ont survécu. Je veux pas trop en dire parce que c'est très introductif et du coup je vais juste vous donner les éléments de base mais en vous racontant toute la BD, donc ça serait un peu dommage. Les choix des couleurs sont très sympas par contre, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à il y avait un gros côté Laia Lopez, pour ceux qui connaissent, avec des couleurs très chatoyantes, un petit peu Wings Witch. Voilà, on retrouve un petit peu, j'avais un petit peu cette vibe dans les dessins de combat, de magie, d'utilisation des pouvoirs, des différents éléments, parce qu'au final c'est un peu ça, on utilise, on est soit team un peu animaux ou nature ou autre, et du coup je trouve qu'on reprend un petit peu ce côté un petit peu witch. C'était très sympa. Après ça reste un premier tome très introductif encore une fois, donc je vais voir la suite d'abord, on verra. Et pour finir sur les BD jeunesse, j'ai lu Julia la seule. Alors ça par contre c'était incroyable, ça c'était sublime. Je l'avais prévenu sur l'Insta, quand j'ai vu juste la première page, le premier dessin avec le titre, j'étais là en mode ah ok, ça annonce du lourd au niveau du dessin, ça s'annonce
très très canon. Pas manqué. J'ai adoré. Tous les personnages sont bien travaillés. On a des enfants qui ont des traumatismes, on a des enfants qui n'en ont pas, on a des enfants qui sont avec une joie de vivre, timides, en colère, étranges, etc. C'est des enfants qui sont réels, enfin des adolescents. C'est des adolescents, mais c'est des adolescents qui sont réels. On pourrait les avoir au détour comme ça du collège ou du lycée. Il n'y aurait aucun problème. Et à la fin, on a toute cette complexité au niveau fantôme. Est-ce que c'est un fantôme ou pas? Je ne dirai rien parce que j'ai pas envie de tout vous révéler. Mais on a tout ça, ce mystère autour de la disparition de la mère du jeune garçon. Ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et en même temps, les dessins étaient sublimes. C'est-à-dire que je tournais les pages, enfin je faisais glisser parce que c'était en numérique, mais je tournais les pages et j'étais accrochée. Et je trouvais ça sublime. J'avais qu'une envie, c'était d'avoir le livre en papier pour pouvoir apprécier encore plus l'utilisation des couleurs, l'aplat de couleurs. C'était tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime dans une BD en couleurs comme ça jeunesse, c'était sublime. Et pour finir ce bilan, j'ai lu Les Enfants de l'Empire, qui est un roman graphique qui retrace un petit peu les différentes classes sociales au Japon. On va avoir deux jeunes gens qui vont être dans des classes sociales différentes mais qui habitent ensemble. Une jeune fille issue de la plus haute société et un jeune garçon qui était issu du plus bas, qui a été pris sous l'aile du père de la jeune fille, et donc du coup sont plus ou moins frères et sœurs, vivent un petit peu dans la même maison. Frères et sœurs, on s'entend, hein, ils sont pas du tout dans la même classe sociale, c'est pas parce qu'ils vivent ensemble. La mère du jeune garçon est la cuisinière, servante, etc. Donc on n'est pas quand même sur la même classe sociale. Et du coup on va voir un petit peu toutes ces différences. Comment cette jeune fille qui est censée être la jeune fille la plus belle de l'école, et en fait, est-ce qu'elle est vraiment naturelle? Est-ce que c'est pas un rôle qu'elle se donne? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Comment ces lois en fait de la beauté au Japon sont censées être, surtout qu'on est à une époque colonialiste. Dans le roman, je parle, on est à une époque coloniale d'ailleurs. Waouh, c'est compliqué aujourd'hui, je suis très fatiguée. On est à une époque coloniale où du coup on a un petit peu l'Occident qui prend le pas sur la culture orientale et qui ramène certaines choses. Donc on a les garçons qui s'extasient un petit peu sur les femmes occidentales qui sont très dévergondées d'un point de vue oriental. En fait, on a ce côté d'une jeune femme qui prend beaucoup de décisions, qui n'a pas peur de la sexualité, qui n'a pas peur de s'exposer face aux jeunes femmes asiatiques qui, elles, doivent entrer dans le moule, dire oui, baisser la tête, etc. Et donc du coup on a cette jeune fille qui a beaucoup de choses à dire sur ça, et franchement j'ai trouvé ça très beau, très bien. On a des notes historiques aussi entre les différents chapitres. Les dessins sont très doux, très beaux, ça fait très japonais en fait. On a vraiment des aplats de texture très japonais. J'étais vraiment en immersion totale, c'était vraiment très très sympa. J'ai écouté un livre audio aussi ce mois-ci, Les Morts ont la parole de Philippe Boxeau. C'était assez chouette. Bon, honnêtement, on va pas se mentir, je vais pas lire les autres. C'était sympa. Je peux entendre la hype qu'il y a dessus. La vibe est assez sympa. Par contre, je pense qu'en audio, il y a pas, enfin, j'ai pas accroché avec l'humour. On m'a dit qu'il y avait quand même pas mal d'humour, pas mal de... Ça s'entendait pas en fait dans l'audio. Il n'y avait pas d'intonation particulière, c'était peut-être un peu trop plat au niveau de l'audio pour que je puisse apprécier à fond le côté humoristique et décalé. Peut-être essayer en livre papier à lire nous-mêmes, peut-être que là j'entendrai plus l'humour. Je ne lirai pas les autres, honnêtement. Voilà, j'ai compris la vibe, je peux entendre la hype, mais ouais, je pense que c'était pas fait pour moi. Bon, c'était sympa, mais c'était pas non plus... ça casse pas trop pattes à un canard, quoi. Et donc pour finir, j'ai en ce moment 2 lectures en cours que je devrais, au moins une des deux pour sûr, finir complètement à la fin du mois, parce que oui, je tourne cette vidéo actuellement, ce n'est pas tout à fait la fin du mois, il me reste une journée pour finir mon livre, ce qui est parfaitement possible. J'ai Want, ou Nos désirs, parce qu'il a été traduit et sorti cette semaine, du coup aux éditions de Noël. C'est le livre de Gillian Anderson dont j'avais parlé la semaine dernière dans la vidéo.
J'ai toujours pas avancé, honnêtement, clairement, on va pas se mentir, j'ai pas avancé. C'est très chouette hein, pourtant, mais je ne prends pas le temps de lire. Dire que c'est un peu compliqué de se poser à la pause de midi et de lire juste des fantasmes de femmes. Voilà, c'est. Je me vois mal me poser dans la salle de pause, poser mon livre et lire des fantasmes. C'est très sympa, c'est très cool à lire, mais voilà. Et donc, du coup, le soir en ce moment, je suis vraiment dans Les Possédés. Et celui-là, j'arrive pas à le lâcher. Je l'ai commencé, alors j'ai pas eu le temps de lire ce week-end parce que j'avais mes parents à la maison, mais j'avais vraiment. J'arrive pas à le poser. On est vraiment sur une ambiance possession, on a une petite question autour de ce que c'est que l'amour, etc., les sentiments, parce que on a un petit mélange, on a un petit peu un amalgame entre possession, amour, désir et admiration. On a ce côté où on ne sait plus trop où est la limite, et j'adore. J'adore, il y a plein de mystères, il y a plein de secrets. Ouais, il me reste quoi? Il me reste la moitié à peu près, donc 200 pages. Et je pense que je vais aller tout de suite le lire parce que c'était fou. C'était fou comme livre, j'adore. Et voilà, donc un petit bilan bien sympathique, assez chargé ce mois de septembre. Bon, j'étais en vacances donc on a profité, ça c'est sûr. Une petite trentaine de livres, c'est sympa. On va essayer de garder ce rythme-là pour les prochains mois. Bon, après, on s'entend, hein. Il y a eu pas mal de graphiques, il y a eu de l'album jeunesse aussi. Ça prend beaucoup moins de temps à lire, même s'il faut aussi prendre le temps de les lire, mais ça prend moins de temps à lire que un Iron Flame à 700 pages. Mais ça fait du bien aussi de temps en temps. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains qui vous ont plu, s'il y en a que vous avez lu déjà, s'il y en a qui vous ont donné envie, ou si vous avez des recommandations dans le même style que certains, parce que notamment au niveau graphique et manga, je suis preneuse à fond des recommandations. Je veux découvrir des graphiques, des mangas, des séries cachées, etc. J'adore ça. Alors n'hésitez pas, vraiment foncez et donnez-moi toutes vos recos.